Bienvenue à cette nouvelle exploration. Ce petit bruit d'abeilles, là, le bourdonnement, c'est un peu le son de l'été, non? Ah oui, tout à fait. On l'associe au beau jour, au soleil. Exactement. Et on imagine souvent, juste le bruit des ailes qui battent très vite. C'est ça. Mais si c'était plus que ça, si ce bzzz était en fait une sorte de communication secrète, une conversation, mais avec des vibrations entre l'abeille et la fleur qu'elle visite. C'est une idée fascinante et de plus en plus documentée. C'est ça qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. Ce champ vibratoire des abeilles et comment certaines fleurs, elles réagissent de façon assez surprenante. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que les fleurs écoutent les abeilles? Écouter n'est peut-être pas le mot juste au sens humain, mais percevoir et réagir, oui, absolument. Et ça s'inscrit dans une histoire très longue, celle de la coévolution. La coévolution, donc l'adaptation mutuelle entre espèces sur des millions d'années. Précisément, pensez-y, les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, se sont façonnés les uns les autres. C'est un partenariat gagnant-gagnant qu'on connaît bien. Oui, l'abeille trouve sa nourriture, le nectar, le pollen. Voilà, et la fleur, elle, assure sa reproduction en confiant son pollen à un transporteur efficace. D'accord. Mais ce qui est vraiment passionnant ici, c'est de voir jusqu'où va cette optimisation, avec des stratégies de communication d'une finesse incroyable. Et cette communication passerait donc par le bourdonnement, le fameux buzz. Mais alors, il vient d'où ce bruit si c'est pas juste les ailes? Alors, oui, les ailes contribuent un peu au son qu'on entend dans l'air, bien sûr. Mais la source principale, c'est plus profond. Ce sont les muscles du vol. Dans le thorax, c'est ça, hein? Exactement. Des muscles hyper puissants pour leur taille, qui vibrent très très vite pour actionner les ailes. Mais le truc important, c'est que l'abeille peut découpler ça. Découplé. C'est-à-dire? Elle peut faire vibrer ses muscles thoraciques sans forcément battre des ailes, ou en tout cas s'envoler, même quand elle est posée sur la fleur. Ah, d'accord. Elle peut vibrer sur place, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et c'est cette vibration de tout le corps très intense qui est la clé de ce dont on parle. Donc c'est pas seulement un son aérien comme notre voix. Non, pas seulement. Et ça, c'est vraiment la distinction essentielle. Bien sûr, ça fait un bruit qu'on entend, mais c'est d'abord et avant tout une vibration mécanique. Mécanique, c'est-à-dire une transmission d'énergie physique. Tout à fait. Directement de l'abeille à la fleur sur laquelle elle est posée. Et ces vibrations, elles sont dans des fréquences assez basses en général. Ah oui, Quel genre de fréquence? typiquement entre 200 et 500 Hertz. Pour donner une idée, Hertz, c'est le nombre de vibrations par seconde. Donc 200 à 500 fois par seconde. Waouh, c'est rapide quand même. Oui. Et c'est une signature, vous voyez, assez spécifique, c'est pas juste n'importe quel bruit. D'accord, je vois. C'est donc beaucoup plus qu'un simple bzz dans l'air. C'est un signal physique, presque tactile. Et l'abeille le produit volontairement, même sans voler. Mais pourquoi faire ça une fois sur la fleur? Quel est le but? Ah, là on touche au cœur du sujet. La pollinisation vibratoire, ou buzz pollination comme disent les anglophones. Pollinisation vibratoire. Oui, parce que toutes les fleurs ne libèrent pas leur pollen facilement. Chez certaines plantes, le pollen est, comment dire, enfermé. Enfermé. Oui, il est caché dans des structures spéciales des étamines qu'on appelle des anthères poricides. Pensez à des sortes de petites salières microscopiques. Le pollen est dedans et il ne sort que par de petits trous, des pores au sommet. Comme un petit coffre-fort à pollen alors. C'est une bonne image, oui. On trouve ça chez beaucoup de plantes de la famille des Solanacées. Les tomates, les aubergines? Exactement. Pommes de terre aussi. Mais également les myrtilles, les canneberges. Et même certaines fleurs comme les coquelicots, les bruyères. Pour elles, juste frôler une étamine, ça ne suffit pas. Il faut une méthode plus musclée. Voilà. Il faut secouer la salière en gros. Et c'est là que la vibration entre en jeu. Comment elle fait l'abeille concrètement? Alors, ce sont surtout les bourdons et certaines abeilles solitaires qui sont les championnes de ça, un peu moins notre abeille domestique classique. D'accord. L'insecte se pose, s'agrippe très forte aux étamines, parfois même avec ses mandibules, et là, elle active ses muscles thoraciques à fond, mais sans bouger les ailes, ou très peu. Elle se met à vibrer intensément? Oui, tout son thorax vibre, et comme elle est en contact direct, ça transmet ses vibrations puissantes à la bonne fréquence à l'antère.
Elle utilise son corps comme un petit marteau-piqueur pour secouer la fleur? C'est un peu ça, l'idée. Et cette vibration très précise, c'est la clé. Ça fait littéralement gicler le pollen hors des petits trous de l'antère. Comme quand on secoue une salière. Exactement. Le pollen forme un petit nuage qui se dépose sur le corps poilu de l'abeille. Elle le récupère ensuite, mais il en reste toujours assez pour être transporté vers la fleur suivante. C'est hyper spécialisé comme truc, hein. Donc là, clairement, la vibration, c'est pas un hasard, c'est l'outil indispensable pour avoir la nourriture et pour que la plante se reproduise. L'abeille parle à la fleur en vibrant pour avoir le pollen. Tout à fait. Et c'est dans ce contexte très précis que l'idée que la fleur, elle aussi, puisse sentir cette vibration devient logique. Oui, c'est la question qui brûle les lèvres. Comment une fleur qui n'a pas d'oreille, pas de système nerveux comme nous, comment elle peut sentir ça? On imagine mal une oreille sur un pétale. Non, bien sûr. La perception n'est pas auditive comme chez nous. Elle est mécanique, tactile si vous voulez. La fleur ressent les vibrations à travers sa structure. Elle utilise ses propres morceaux pour capter le signal? C'est ça l'idée. Elle n'a pas besoin d'organes spécialisés comme nos oreilles parce que ses propres composants peuvent jouer ce rôle. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Elle utiliserait ses pétales, sa tige, sa forme générale pour capter ses vibrations. Les recherches pointent beaucoup vers le rôle des pétales, bien plus qu'une simple fonction d'attraction visuelle. Ah bon? Oui, leur forme, leur taille, leur texture, comment ils sont attachés. Tout ça, mais aussi d'autres parties comme le réceptacle où la fleur s'insère, peut agir comme un résonateur mécanique. Un peu comme la caisse d'une guitare qui amplifie le son des cordes. C'est une bonne analogie. Les pétales pourraient capter les vibrations de l'abeille, peut-être même les amplifier si elles sont à la bonne fréquence de résonance de la fleur. Une sorte d'antenne vibratoire accordée sur la fréquence abeille. Voilà. Et ensuite, conduire ces vibrations à travers les tissus de la fleur jusqu'à des zones clés. Comme l'endroit où le nectar est produit, le nectarium. Précisément, la structure même de la fleur serait optimisée non seulement pour attirer l'œil, mais aussi pour écouter mécaniquement ses visiteurs préférés. D'accord. Elle perçoit la vibration, c'est une chose, mais est-ce qu'elle fait quelque chose en retour ou est-ce qu'elle subit juste le pollen sort et puis c'est tout? Ah, mais c'est là que ça devient vraiment étonnant. Grâce à des recherches assez récentes. Non seulement elle perçoit, mais elle réagit. Activement. Et très vite. Elle réagit? Comment ça? Il y a une étude qui a fait pas mal de bruit, publiée en 2019 par une équipe autour de Lila Chadani et Marine Weitz. Ils ont travaillé sur une plante appelée l'onagre. L'onagre. Une fleur jaune, c'est ça? La prime vert du soir. C'est ça, Odetera drummondi. Ils ont exposé ces fleurs à différents sons et vibrations en laboratoire. Qu'est-ce qu'ils ont testé? Eh bien, ils ont diffusé des enregistrements du bourdonnement spécifique d'une abeille en train de butiner, donc dans la bonne gamme de fréquences, entre 200 et 500 Hz. Et puis pour comparer, ils ont testé le silence, des sons plus aigus ou plus graves, et même une simulation du bruit du vent. Malin. Pour être sûr que ce n'est pas n'importe quelle vibration. Et alors? Les résultats sont bluffants. Seules les vibrations qui imitaient celles des abeilles ont déclenché une réaction de la fleur. Pas les autres sons, ni le vent. Non, rien. Nada. Ça montre que la fleur arrive à distinguer le signal pertinent, celui du pollinisateur, du simple bruit de fond. Elle fait le tri. C'est incroyable. Elle a du discernement vibratoire. Et elle fait quoi alors quand elle entend ce signal abeille à bord? La réponse est biochimique. Il y a un changement chimique à l'intérieur de la fleur. Et c'est rapide. Rapide comment? Dans les 3 minutes qui suivent le début des vibrations, type abeille, la concentration en sucre du nectar de la fleur augmente. 3 minutes, mais c'est quasi immédiat pour une plante. Oui, et l'augmentation est significative. Environ 20% de sucre en plus, en moyenne. Elle rend son sirop plus sucré, plus appétissant, juste au moment où une abeille est là et le signale en vibrant. C'est une hospitalité très ciblée, du donc. Tout à fait. Et ça change notre regard. La fleur n'est pas juste un distributeur passif. Elle détecte son partenaire, elle reconnaît son code vibratoire et elle ajuste la récompense. C'est dynamique. D'accord. La fleur détecte, elle réagit en sucrant davantage son nectar. Mais pourquoi? Pourquoi cette stratégie? Évolutivement parlant, quel est l'intérêt de ne pas juste offrir un super nectar tout le temps? Excellente question. Ça touche à l'économie des ressources chez les plantes. Produire du nectar, ça coûte cher. Ah oui? En énergie. Oui, en énergie, en eau, en sucre qu'elle a produit par photosynthèse. Des ressources qu'elle pourrait utiliser pour grandir, faire des feuilles, se défendre.
Donc produire un nectar au top en permanence, ce serait peut-être du gaspillage. Surtout s'il n'y a pas d'abeilles dans le coin, la nuit ou quand il pleut. Exactement. La plante est économe. Elle attend un signal fiable qu'un pollinisateur est là, maintenant, et qu'il est en train de faire le job pour investir un peu plus dans la récompense. C'est une stratégie juste à temps, en quelque sorte. Plus malin. Voilà. L'arrivée de l'abeille, signalée par la vibration, c'est le signal que l'opportunité de se reproduire est là. C'est le moment d'investir pour maximiser ses chances. Et quels sont les avantages concrets de ce nectar plus sucré, à ce moment précis, pour la fleur et pour l'abeille? Alors, pour l'abeille qui est là, c'est une meilleure récompense immédiate. Plus de sucre, c'est plus d'énergie. Logique. Ça peut l'inciter à rester un tout petit peu plus longtemps sur la fleur. Et plus elle reste, plus elle a de chances de déposer du pollen d'une autre fleur et de récolter efficacement le pollen de celle-ci grâce à la vibration. Une meilleure paie pour un travail plus appliqué, en somme. On peut voir ça comme ça. Et puis, il y a un deuxième effet, peut-être encore plus important pour la plante. Ah oui? Lequel? Une abeille qui trouve une fleur particulièrement éméreuse sera plus encline à chercher d'autres fleurs qui ressemblent, donc de la même espèce. Ah, la fidélité florale. C'est ça, la constance florale. En offrant une super récompense ponctuelle, la fleur fidélise l'abeille à son espèce pour un moment, ce qui favorise le transport de pollen entre différentes plantes de la même espèce, la pollinisation croisée. C'est souvent crucial pour avoir de bonnes graines, de bons fruits. C'est donc super malin. Ça récompense l'abeille présente et ça améliore l'efficacité globale de la pollinisation pour toute l'espèce en guidant un peu le comportement futur de l'abeille. Fascinant. On a vraiment un système signal-réponse hyper optimisé. Oui, L'abeille signale «je suis là, je travaille», la fleur entend ou plutôt ressent et prépare une meilleure récompense pour que le travail soit bien fait. L'abeille appelle, la fleur prépare le festin. c'est une très bonne image de cette interaction. Et ça nous montre bien que les plantes sont loin d'être passives. Elles perçoivent des signaux très fins de leur environnement, y compris des signaux d'autres êtres vivants. Et elles y répondent de façon adaptée pour gérer leurs ressources. Tout à fait. Ça pose des questions passionnantes sur leur sensibilité, leur capacité à traiter l'information. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce simple bourdonnement d'abeilles, c'est peut-être le support d'une conversation vibratoire assez sophistiquée, Oui, un signal mécanique précis. qui déclenche, chez certaines fleurs en tout cas, une réponse chimique rapide, adaptée pour optimiser la reproduction. Ça montre encore une fois la complexité incroyable de ces relations entre plantes et pollinisateurs, façonnées par des millions d'années. Absolument. Et ça nous oblige un peu à voir les fleurs autrement. Pas juste comme des décors passifs, mais comme des acteurs sensibles, réactifs, engagés dans un dialogue avec leur monde. La nature qui vibre de conversations cachées, quoi. C'est une belle façon de le dire, mais attention, il faut quand même apporter une nuance importante. Ah oui, laquelle? Ce phénomène de réponse du nectar aux vibrations, il a été super bien démontré pour l'onagre dans l'étude dont on a parlé. Oui, Et on suspecte ou on étudie des choses similaires chez d'autres espèces. Mais on ne peut pas encore dire que c'est universel. Ni même que toutes les plantes qui utilisent la pollinisation vibratoire font ça. pourquoi cette prudence? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas partout? Déjà, les fleurs sont incroyablement diverses. Leur forme, la rigidité des pétales, comment les parties sont connectées, tout ça change la façon dont les vibrations se propagent et sont perçues. D'accord, toutes les fleurs n'ont pas la même acoustique mécanique. Voilà. Et puis, toutes les abeilles ne vibrent pas pareil non plus. Et certaines plantes sont pollinisées par d'autres insectes, ou le vent. Et puis, techniquement, c'est compliqué à étudier. J'imagine, mesurer des vibrations sur une fleur sans la déranger. Analyser le nectar en temps réel. C'est ça. Différencier la vraie réponse des petites variations naturelles, c'est un défi pour les chercheurs. Donc, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à découvrir. Oh oui, c'est un domaine de recherche très actif. Les scientifiques essayent de voir quelles autres plantes font ça, de comprendre comment ça marche au niveau des cellules, des gènes. Quels mécanismes précis sont en jeu? Exactement. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de communication, par le son ou les vibrations, encore plus subtiles, entre plantes et insectes? Ou même entre plantes? On n'en est sûrement qu'au début. C'est passionnant de se dire qu'il reste temps à explorer. Et ça nous laisse avec une question pour la fin, peut-être? Oui. Si les fleurs, qu'on voit comme silencieuses, immobiles, peuvent percevoir des signaux mécaniques aussi fins que ces vibrations d'abeilles, et y répondent de façon si adaptée, si rapide, quelles autres sensibilités, quelles autres formes de communication subtiles pourraient exister chez les plantes, juste là, sous notre nez, qu'on commence à peine à deviner? C'est une excellente question ouverte.
Ça invite à regarder les plantes différemment, non? Pas comme un décor, mais comme des êtres vivants, complexes, dynamiques, connectés. Une idée à garder en tête la prochaine fois qu'on croisera une abeille au travail sur une fleur.